Conseil de l'Ordre, qui préside la commission entre solidarité, prévoyance et solidarité, et à Ludivine Joanny, qui, elle, est très investie dans la commission entreprise et territoire. Merci à tous les quatre. Je vous souhaite de bons travaux. Je sais qu'il y aura un replay pour tous ceux qui n'auront pas réussi à suivre la formation aujourd'hui. Merci de porter ce regard si particulier et plein d'humanité sur le chef d'entreprise, à la fois pour l'envisager dans ses difficultés économiques, financières, mais également possiblement psychologiques. Voilà, parce qu'une entreprise, elle bat au cœur, au rythme du cœur de son dirigeant, et que personne n'est à l'abri d'être un jour dans des difficultés, y compris psychologiques. Donc, merci de nous aider à trouver les bons mots pour détecter, faire de la prévention et ensuite accompagner nos clients au plus près de leurs difficultés. Je vous souhaite à tous de bons travaux. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Sylvie Magnin et je suis MCO et présidente de la commission protection, prévoyance et solidarité. En fait, quel est le rôle de cette commission? Cette commission existe depuis des années. Elle a vraiment, et chaque année traitait un, deux ou trois cas selon les années. Elle a pris de l'ampleur au moment du Covid, où effectivement, compte tenu de la situation, il a fallu trouver des moyens d'aider les confrères qui sont trouvés face à cet événement imprévu. On a réussi, grâce à la CARPA, à débloquer quelques fonds, très peu de subventions et quelques fonds Blavier, des prêts à rembourser. Et depuis 2020, 2021-2022, on a eu peu de saisines. Et puis depuis 1 ou 2 ans, on a beaucoup d'appels à l'aide. Alors, qu'est-ce que fait cette commission? Donc, on essaie de faire, comme son titre l'indique, jouer la solidarité entre avocats. Traditionnellement, en cas de maladie, accident, on essaie de trouver un confrère pour aider, donner un coup de main. On a bien sûr très peu de moyens financiers, mais on peut faire l'interface et on peut souvent essayer d'être là pour donner les bons contacts au CNBF, essayer d'avoir des échéanciers au niveau des cotisations de l'ordre proprement dit, s'assurer pour les plus fragiles que la prévoyance, parce que effectivement, quand on commence à avoir des difficultés financières ou quand on commence à être submergé, souvent c'est la prévoyance qui est sacrifiée, et puis après souvent les malheurs arrivent rarement seuls, et c'est là qu'on aurait le plus besoin. Donc on essaie d'être présent sur tous ces sujets, et depuis 1 an et demi, 2 ans d'expérience, on se rend compte que le métier d'avocat est devenu de plus en plus dur. Les conditions de travail se sont aggravées. Les clients aussi ont souvent des problématiques aussi, et donc ne payent pas. Et on se retrouve avec des avocats. Alors, c'est un métier un petit peu particulier, mais en quelque sorte, c'est quand même un chef d'entreprise qui est très souvent seul et très seul. Et à force d'avoir à gérer tant de choses, dans des conditions de travail très difficiles, on a souvent des gens qui perdent pied. Et là où ils auraient pu obtenir une aide, des échéanciers, part au plus pressé, n'arrivent pas à prendre le peu de recul, n'arrivent pas à se faire aider. Et au moment où on arrive, on se retrouve avec des confrères qui sont dans un état psychologique souvent dramatique, et une assistance, une aide progressive, ou juste quelqu'un qui aurait pu les aider à regérer leurs priorités, à avoir un petit peu de recul, aurait, dans de nombreux cas, permis de ne pas en arriver là. Donc voilà. Donc l'idée aussi un petit peu de ce webinaire, c'est de dire, voilà, nous on est là,
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas être là un petit peu avant ou d'autres personnes, hein, c'est la commission protection, prévoyance et solidarité, c'est des confrères qui bénévolement en font partie. On n'est pas nécessairement des professionnels de tous les sujets. Et donc, c'est pour ça on s'est décidé d'accueillir des gens qui sont là pour des vrais professionnels pour des sujets. Donc, je vais laisser la parole. Donc, la anticipation des difficultés, c'est toi, Ludivine. Je te laisse la place. Merci, Sylvie. Bonjour à tous. Juste un petit problème matériel. Nous, on n'a pas la possibilité de voir si vous avez des questions dans le chat. Donc, si vous avez des questions, je vous propose que vous les posiez directement ou alors un chat. Et puis, Alexandre podra peut-être nous lire les questions à la fin des présentations de chacun. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était de vous donner vraiment une boîte à outils, de vous présenter la palette de tous les dispositifs, les aides qui peuvent exister. Ça ne va pas être du tout un cours sur le fond, sur les entreprises en difficulté et procédures collectives, parce que ce serait beaucoup trop long. Mais au moins, que vous ayez les bons réflexes, que vous puissiez analyser une situation et en fonction de la situation, savoir vers qui vous dirigez. Et on a la chance, effectivement, d'avoir des profils un peu complets autour de cette table, puisqu'on a un juge près le tribunal de commerce qui intervient en chambre collective. On a Aurélie qui est coach, qui aide directement les chefs d'entreprise, mais qui aussi a fait l'objet de rebonds. Et puis moi qui ai travaillé il y a quelques années, il y a longtemps chez l'administrateur judiciaire, donc on a aussi les réflexes des coulisses des procédures collectives et c'est très utile pour mieux accompagner nos clients. Alors sur la prévention des difficultés, l'idée c'est vraiment en fait quand il y a des difficultés d'anticiper au maximum, puisque c'est évident, mais les stats sont là aussi pour le démontrer, plus on anticipe, plus on a toute une palette de dispositifs possibles et plus on peut facilement s'en sortir. Il est évident que si on intervient, souvent un peu comme l'avocat intervient quand le feu est là, un peu en pompier, il y a encore des choses à faire, mais on a moins de possibilités. Donc l'idée, c'est vraiment d'anticiper les situations délicates. Donc déjà, la première chose, c'est savoir vers qui vous tournez. Donc là, on est plus sur vraiment de la prévention, mais au moment où on a la situation analysée, on ne sait pas forcément dans quel état, à quel niveau, quel stade se trouve l'entreprise. Donc, ce sont des acteurs qui interviennent sur le territoire national, mais là, on va vous présenter les acteurs plus des Hauts-de-Seine. Donc, évidemment, vous avez la possibilité, et ça, on oublie souvent, d'aller rencontrer vos chambres consulaires, CCI, CMA, qui organisent d'ailleurs tout au long de l'année des formations pour la gestion de cabinet, des formations comptables, qui vous font des présentations aussi, surtout les compétences d'un chef d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de formation obligatoire pour les chefs d'entreprise. Mais voilà, sachez qu'il y a les chambres consulaires qui organisent des formations très complètes. Et il y a même des membres de notre barreau qui participent activement à ces formations auprès de la CCI et de la CMA. D'ailleurs, on a créé, nous, une commission, donc on a la commission entreprise et territoire, on a développé un partenariat avec la CMA et la CMI, et donc on a une équipe de confrères qui interviennent pour les artisans. Il y avait hier une très intéressante formation sur le bail commercial. Je referme cette parenthèse. Vous avez évidemment aussi toutes les autorités professionnelles. Donc, quand on est une profession libérale réglementée, on a des autorités professionnelles. En l'occurrence, Sylvie l'a très bien expliqué, il y a des confrères à l'ordre qui sont là pour vous écouter s'il s'agit de vos difficultés personnelles. Les syndicats et associations, qui souvent ont d'ailleurs des avocats référents qui interviennent, donc en fonction de l'activité. Je ne sais pas, Aurélie, si tu as des coachs, des syndicats, des associations pour les coachs. Pour les coachs, oui, tout à fait. Ouais. Il y a 2 fédérations, notamment européennes. Voilà, il ne faut pas hésiter. Il faut être accrédité, en fait. C'est ce qui prouve aussi que nous sommes en capacité de coacher professionnellement toute activité. Donc, ne pas hésiter à vous rapprocher d'eux parce qu'ils ont certainement des petites commissions, des membres référents qui ont l'habitude de ce genre de situation qui pourront vous aider.
Il y a un organisme que j'affectionne tout particulièrement, qui est le CIP, Centre d'information sur la prévention des difficultés entreprises, qui est basé à Nanterre, qui se réunit tous les 2 jeudis du mois. Et c'est un dispositif qui permet aux chefs d'entreprise en difficulté de rencontrer en même temps, de manière absolument confidentielle et gratuite, 3 experts, donc un ancien juge consulaire pour le tribunal de commerce, un expert comptable et un avocat. Donc, ça vous permet pendant 3 quarts d'heure de bénéficier de ces 3 expertises. Et il y a vraiment une confidentialité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapprochement vis-à-vis du tribunal. Les gens qu'on reçoit, on fait un bilan, on essaie de les diriger vers les bonnes personnes, et après, ça reste entre nous. Il n'y a pas de suivi à l'extérieur. Donc ça, voilà, pensez-y. Je vous ai mis le site internet et le mail. Vous avez également la Banque de France et notamment le médiateur du crédit qui peut vous aider vos clients lorsqu'il y a un PGE qui est en place pour demander un rééchelonnement, parce qu'on n'y pense pas non plus forcément souvent. Les clients oublient de demander à leur banque, parce qu'il faut d'abord passer par la banque, le rééchelonnement de leur PGE. Alors, parfois, ce n'est pas possible, mais il y a récemment, c'était en janvier, une possibilité d'étaler de manière encore complémentaire. Donc, je crois que c'est jusqu'à 8 ans maximum, ou 10 ans même. Il y a certaines conditions, en revanche, il ne faut pas être en état de cessation des paiements, et donc là, ça justifie effectivement que vous devez être dans l'anticipation, la prévention. Il faut justifier des difficultés passagères, il faut pouvoir communiquer un prévisionnel d'exploitation. Ça, c'est un élément que souvent les chefs d'entreprise n'ont pas, et qui c'est vraiment un élément incontournable pour une bonne gestion, d'avoir son prévisionnel de trésorerie d'exploitation. Et puis, vous devez, donc au préalable, avant de saisir le médiateur, avoir demandé auprès de votre banque ce rééchelonnement du PGE qu'il a refusé. Et donc, ensuite, vous vous rapprochez du médiateur qui va examiner votre dossier. Ensuite, une commission qui est méconnue, elle aussi, c'est la CCSF. Et elle a d'autant plus son importance aujourd'hui avec les relances très actives et les assignations de l'URSSAF. Donc, la CCF intervient pour mettre en place des propositions d'appurement des dettes fiscales et sociales. Donc, c'est là aussi de la prévention. Il faut là aussi avoir un prévisionnel, pouvoir justifier que vous êtes en capacité de rembourser vos dettes, et vous pouvez obtenir jusque 36 mois d'échelonnement de vos dettes fiscales et sociales. Donc, c'est un organisme qui s'occupe en fait de mettre un plan en place pour les différents organismes donc, de dettes fiscales et sociales. Donc oui, attention à l'URSSAF qui a repris très largement ses assignations, et en ce moment, on a beaucoup de clients qui sont en difficulté à cause des contraintes URSSAF, ce qui déroule les procédures, et qui se retrouvent donc devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire parce que l'URSSAF a assigné faute de réponse à leurs contraintes. Vous avez ensuite la possibilité de vous rapprocher du tribunal de commerce. Donc, il y a une cellule de prévention. Je ne sais pas si, Jacques, vous avez des informations à nous donner là-dessus, mais... C'est une cellule qui est assez active et qui est composée d'ensemble de juges qui reçoivent soit des entreprises qui ont été sélectionnées par le greffe, donc principalement celles qui n'ont pas déposé leur compte, et puis des entreprises qui spontanément viennent nous rencontrer pour nous exposer leurs difficultés et essayer d'apprendre ce que nous ne pouvons pas les conseiller dans la gestion de l'entreprise. Nous ne pouvons que leur donner, un peu comme ici, des remèdes, des possibilités de pouvoir trouver une solution. Voilà, donc vous pouvez très bien, vos clients peuvent recevoir un jour un courrier de convocation du président du tribunal de commerce. Il n'y a pas d'obligation à vous y rendre, mais effectivement, soit le président vous écrit, soit vous pouvez, vous directement, demander à être reçu par cette commission prévention, cette cellule prévention. Ensuite, vous avez évidemment les confrères qui interviennent en droit des entreprises en difficulté qui peuvent vous accompagner. Les entreprises en difficulté, c'est un droit pluridisciplinaire, assez complexe, assez très technique. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher des confrères qui interviennent régulièrement dans cette matière.
pour vous aider dans la résolution des difficultés, que ce soit vos difficultés propres ou les difficultés de vos clients. On avait d'ailleurs une liste de confrères qui intervenaient de manière régulière si vous avez besoin. Et puis, il y a les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires qui peuvent aussi vous recevoir, notamment si vous êtes en prévention, pour organiser justement des missions de prévention des difficultés. Ils sont aussi à votre écoute et ils sont en mesure de vous recevoir lors d'un rendez-vous de manière voilà, officieux, voilà, pas sans difficulté. Je vais laisser la parole à Aurélie qui va nous parler justement de comment aussi prendre à bras le corps son entreprise, donc se faire mieux coacher, pas pour être dans la prévention aussi, l'anticipation et savoir redresser la barre quand ça devient difficile. Absolument. Alors peut-être Ludivine, juste dérouler. Merci les slides. Donc bonjour, je m'appelle Aurélie Goudan. J'ai 2 activités au sein de mon cabinet, le coaching professionnel. Et donc, pour cela, je suis accréditée par l'EMCC, qui est l'une de nos fédérations européennes qui représente donc les coachs professionnels. On reçoit pour ça des accréditations pour certifier que sur l'Europe, les coachs professionnels ont la même déontologie, les mêmes heures de pratique avec leurs clients. Et la deuxième partie du cabinet est très intéressante parce que bien souvent, l'un ne va pas sans l'autre. Eh bien, c'est le cabinet de ce qu'on appelle thérapie brève et médecine douce, qui, cette partie-là de l'activité va particulièrement aider les personnes à prendre du recul sur leur activité, à prendre soin d'eux, à détecter aussi leur niveau là, de stress et pour le coup de santé mentale. Alors pour cela, je regarde, c'est là, pardon. Donc je vais revenir sur le plan que je vous ai préparé. Là, vous voyez juste un petit peu mieux mon parcours. Je suis aussi secouriste en fait de santé mentale. Ça nous permet aussi, dans le cadre de notre formation, justement, d'être en capacité, quand par exemple on a un chef d'entreprise à coacher professionnellement, de détecter l'état mental tout simplement de la personne. Pourquoi? Parce que, je dirais, s'auto-évaluer soi-même peut être très complexe. Et j'ai souvent affaire, moi, à des chefs d'entreprise qui n'ont pas forcément conscience que leur santé mentale, en fait, est plutôt très en déséquilibre. Dans ce cas-là, le coaching professionnel devient assez complexe et que je vais basculer plutôt sur le côté thérapie pour aider évidemment la personne déjà à aller mieux elle-même avant quelque part de lui faire prendre du recul aussi sur sa société, d'où la complémentarité de mes 2 activités. Évidemment aussi, cette formation me permet grâce à un certain nombre de tests, ce sont des tests que tous les thérapeutes, bien sûr, y compris un psychologue clinicien, nous avons en notre possession pour justement mesurer un peu ce niveau de stress et d'anxiété en fait de nos clients. Et mon rôle est également, quand je dirais l'état mental du chef d'entreprise est particulièrement atteint, de tout de suite le réorienter vers un psychologue clinicien ou un psychiatre. Donc vous l'aurez compris, moi, mon job, c'est d'intervenir le plus possible en amont, aussi bien sur vraiment la gestion de l'entreprise, votre activité professionnelle, et aussi du coup sur votre bien-être. Et ce bien-être, on va essayer de faire en sorte de l'intégrer au quotidien pour justement être capable de faire face beaucoup plus facilement aux grosses situations de stress. J'ai à cœur, bien sûr, d'accompagner en particulier moi, les dirigeants, alors que ce soit sur des tout petites structures, professions libérales, parfois bien sûr un peu plus grandes, parce que j'ai été moi-même aussi entrepreneur de plusieurs structures, plutôt des petites entreprises, mais notamment sur ces petites entreprises, j'ai eu besoin de liquider à l'époque une société que j'avais avec plusieurs salariés et une associée.
Donc ça, c'était en 2014, oui, pile 10 ans. Et j'ai bien vu, en effet, quel impact avait tout simplement notre propre état de bien-être, notre propre état mental, notre propre personnalité aussi. Et dans la tempête, ben, on doit aussi savoir agir, réagir assez vite, protéger nos salariés. Et c'est aussi cette expérience-là, quelque part, qui m'a aidée bah, tout simplement à rebondir, parce que ça m'a permis aussi de continuer à entreprendre. Et j'ai à cœur, je dirais, de partager cette expérience-là, parce que bien souvent, je rencontre moi-même des chefs d'entreprise qui sont atteints plutôt par la honte d'avoir des difficultés, la honte vraiment parfois de devoir absolument liquider, parce qu'en fait, c'est mieux pour tout le monde, alors qu'il n'y a aucune honte à avoir. Au contraire, ce sont nos expériences, souvent les plus délicates, qui nous apprennent le plus, en fait, à faire du coup, à refaire, mais refaire autrement. Donc voilà, j'avais à cœur aussi de vous dire que ça fait partie de mon expérience. Alors, le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est de comprendre le stress. Alors, tout simplement déjà comprendre le stress, ce qu'est le stress, puis évidemment comprendre le stress pour le coup qui est dû à l'entrepreneuriat. Le stress est une réponse naturelle de notre corps. Il va faire face à une situation perçue comme étant un danger ou une menace ou une pression, et donc c'est typiquement une réaction en fait physiologique. Cette réaction physiologique, elle remonte évidemment à nos ancêtres hein, qui, pour faire face au danger, dans leur environnement pour survivre, il y avait cet état de stress qui se déclenchait. Forcément, très naturellement, si vous voulez, quand on est face à une situation de stress, notre corps il va libérer en fait des hormones hein, telles que le cortisol, l'adrénaline, etc. Mais c'est surtout que naturellement, ça va déclarer deux réactions en fonction de notre propre fonctionnement, parce qu'on est quand même tous différents, deux réactions possibles. Soit on va lutter, donc très naturellement, on va se mettre dans un état de lutte, soit on va se mettre absolument à l'inverse, dans un état quelque part de déni, voire de fuite. Et ce qui est assez rigolo, c'est que lorsque, dans l'entreprise que j'avais, où vraiment on est tombé sur, dans la difficulté de la crise économique qui était présente à cette période-là, ben, par exemple, mon associé et moi, on a eu chacune notre manière de réagir. Il y en a une qui était plutôt dans la lutte et l'autre plutôt dans la fuite. Donc, ce sont des choses importantes à avoir à notre connaissance pour aussi arriver à avoir un petit peu de recul et puis voir aussi face aux situations stressantes, quel est notre état de stress, notre niveau de stress, mais quelle est, je dirais, la réaction naturelle qu'on va plutôt aborder. Évidemment, le stress, il peut être multiple parce qu'il peut provenir de diverses sources. Ça peut provenir de son propre stress émotionnel, parce qu'on a tous aussi un tempérament différent. On le voit très bien, il y a des gens qui sont plus ou moins anxieux, ou plus ou moins peureux, ou plus ou moins en doute. Hein. Donc ça, il faut aussi être tout à fait ouvert, je dirais, à sa propre disposition quant à gérer le stress, parce que notre stress, il peut être vraiment la source, ça peut être tout à fait personnel. Ça peut être évidemment un stress environnemental. Sylvie en a parlé en tout début, hein, la période du Covid pour les entrepreneurs a été quand même très surprenante. C'est typiquement quelque chose qu'on ne pouvait pas contrôler, mais qui a apporté évidemment une zone d'inconfort, d'inconnu, de stress et pour certains aussi de difficultés. Ça peut être aussi ce qu'on appelle le stress cognitif. Ça, c'est notre état d'esprit. C'est ce qu'on a un état d'esprit plutôt naturellement assez positif ou un état d'esprit qui peut être lui aussi naturellement, à l'inverse, plutôt négatif, avec des inquiétudes constantes. Et puis, il y a aussi le stress physique. Là, le stress physique, il vient de quoi? Il va venir, on parle évidemment aujourd'hui des difficultés dans l'entrepreneuriat, mais attention, les difficultés dans l'entrepreneuriat peuvent aussi arriver par un stress extérieur. Mon mari et moi, nous sommes chacun entrepreneurs, nous avons chacun nos sociétés. Et en fait, il s'est avéré qu'il y a 5 ans, puis il y a 3 ans,
nos 2 derniers enfants, 2 grands et 2 derniers enfants ont été atteints de maladies graves. Là, l'hôpital nous dit, bah, sur les 2, il y en a un qui doit arrêter de travailler pour subvenir aux besoins de l'enfant. Bah, ça, c'est typiquement aussi un stress, pour le coup, qu'on va plutôt appeler environnemental et physique, c'est-à-dire que ce n'est pas l'état de l'entreprise qui l'amène, mais c'est l'état de santé, alors ou de vous-même ou l'un de vos proches, qui a indirectement un impact aussi sur l'entreprise. Donc, tout ça pour vous dire que vraiment le stress peut être multiple. Du coup, de se faire accompagner, ça permet aussi de prendre du recul et d'aller identifier, parce que ça, c'est la base, les différentes sources de stress. Parce que tant qu'on n'identifie pas précisément les différentes sources de stress, ça va être plutôt compliqué, en fait, justement, de transformer ce stress pour arriver à gérer au mieux et notre entreprise, ou bien sûr, pour vous, vos clients qui peut-être traversent des difficultés. Et le fait, encore une fois, d'anticiper permet ensuite de trouver les solutions et de mieux réparer. La nature du stress, maintenant, purement liée à l'entrepreneuriat. Ça peut être tout simplement la pression constante de réaliser le chiffre d'affaires qui vous permet ou permet à vos clients tout simplement de vivre, de payer ses charges, etc. Donc cette pression constante à la fois de maintenir un niveau de chiffre d'affaires, donc de maintenir un niveau de clients et bien sûr aussi d'aller chercher de nouveaux clients. Le stress entrepreneurial, c'est ces incertitudes financières, encore une fois, impactées soit sur la situation économique, notamment des professions comme ce que j'ai eu, quelqu'un accompagné, un monsieur qui a plusieurs boulangeries, avec l'impact des hausses, les incertitudes financières qu'il n'avait jamais eues jusqu'alors, là commençaient à être particulièrement stressantes et inquiétantes. L'environnement extérieur, ça nous l'avons vu. Et il y a aussi le fait d'être en capacité de prendre des décisions rapides et stratégiques. Vous en avez besoin chaque jour dans votre métier, vous en avez besoin aussi pour encore mieux accompagner vos clients. Et cette prise de décision, la clé absolue, c'est une clarté mentale. Et pour avoir la clarté mentale, c'est là où on va aller justement agir en prévention sur la gestion de notre stress, la gestion de nos émotions. Plus nos émotions sont équilibrées, plus la prise de décision va être facile et rapide parce qu'il y aura cette clarté mentale. Le dernier point qui revient assez souvent, en tout cas, chez pas mal de mes clients, c'est cet isolement du chef d'entreprise. Souvent, j'entends en effet dire « mais personne ne me comprend, personne n'est dans mon cas », que ce soit peut-être au sein même de la famille, parce que le conjoint ou la conjointe va être salarié, ou peut-être parce qu'on ne vient pas d'une famille d'entrepreneurs. Donc, c'est sûr que les préoccupations ne sont pas les mêmes. Donc, on peut se sentir incompris. Et si on se sent incompris, on peut avoir tendance assez naturellement plutôt à s'isoler et à se dire de toute façon, voilà, personne ne me comprend et je vais me débrouiller tout seul et je vais m'en sortir tout seul. Donc, je dirais que cette lutte et cette motivation pour s'en sortir tout seul, c'est quand même une très bonne chose. Mais surtout, sachez que ce soit pour vous, vos clients, qu'au vu déjà de tous les organismes que Ludivine nous a présentés, et en plus de ça, et les différents professionnels qui peuvent vous accompagner dans le coaching de votre profession ou tout simplement dans le bien-être, vous n'avez pas à être seul. Donc ça, c'est un point aussi très important. La répercussion du stress dû à l'entrepreneuriat, donc sur l'entrepreneur, vous l'avez compris, évidemment, ça vient impacter directement notre bien-être, donc notre santé mentale, et puis notre santé physique à terme, hein, parce qu'à un moment donné, c'est le corps qui va somatiser de toute façon. Ça peut impacter aussi notre niveau relationnel. Ça peut être plus compliqué dans les périodes difficiles. Par exemple, moi, ça avait été très compliqué avec mon associé, pourtant une personne que j'apprécie énormément. Mais on n'avait tellement pas les mêmes stratégies pour s'en sortir, on n'avait tellement pas la même façon de réagir que ça a évidemment atteint notre relation. Ça a ensuite un impact sur les salariés et c'est embêtant. Et
Pour certains cas, ça peut être aussi les relations tout simplement personnelles, parce qu'encore une fois, on peut se sentir seul, incompris, pourquoi on n'a pas la même perception pour exactement le même cas, etc. Du coup, la clé, évidemment, ça va être de retrouver aussi un certain équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, qui est souvent pour l'entrepreneur, mine de rien, extrêmement lié. Alors, quelques clés d'anticipation, il y en a bien d'autres, évidemment, mais je vais rebondir sur ce que disait donc Ludivine, c'est se former. C'est vrai qu'en fait, on s'aperçoit qu'à l'école, on n'est ni formé pour la gestion du stress, ni formé pour l'entrepreneuriat. Donc forcément, quand on est chef d'entreprise, il nous manque ces deux fondamentaux et heureusement, maintenant, vous avez vu, il y a différents organismes. On a parlé de la CCI par rapport aux formations très ciblées par rapport aux chefs d'entreprise. Justement, il y a des coachs professionnels, des thérapeutes, des psychologues, peu importe avec quelle matière vous êtes le plus à l'aise. Mais il y a maintenant plein de solutions quand même pour se former, pour avoir tout un tas d'outils. J'appelle ça la boîte à outils pour être mieux dans sa gestion au quotidien. Des points clés aussi qui vont aider à prévenir le stress ou en tout cas à canaliser ce stress, ça va être d'être extrêmement précis au niveau de l'organisation, son organisation personnelle et professionnelle. Je trouve encore plus pour des professions où on travaille seul, où on n'a pas de salarié, pour le coup, ou pas d'associé. Pour des professions aussi où on peut être amené parfois, j'en rencontre beaucoup maintenant d'entrepreneurs qui travaillent de chez eux. Et ben là, je vous assure qu'il y a une sacrée organisation à mettre en place. C'est pas si compliqué que ça, mais très souvent, on va avoir besoin d'échanger avec quelqu'un qui a une prise de recul et qui va peut-être pouvoir vous proposer un certain nombre de solutions par rapport surtout à qui vous êtes, parce qu'on est tous différents. On a une capacité aussi de concentration différente, on a des besoins différents. Donc l'objectif, évidemment, quand on se fait coacher ou former, c'est de vraiment s'adapter en fait à vous, à vos propres besoins. Mais l'organisation reste vraiment un point clé parce que ça va faire en sorte en fait de vous mettre dans un sas de sécurité. Plus on se sent en sécurité, et en fait, plus le stress baisse. Ça, c'est important. Autre technique d'anticipation, évidemment, c'est s'informer de toutes les aides. Donc, toutes les aides, Ludivine vous les a données. Moi, ce qui m'a énormément aidée, donc c'est pour ça que j'adhère à plusieurs fédérations et organismes qui représentent en fait les entrepreneurs, c'est que j'ai travaillé il y a pas tout à fait 20 ans, bientôt maintenant, pour le MEDEF. Le MEDEF qui était en Aquitaine, où j'avais la responsabilité en fait de développer en fait le nombre d'adhésions et donc d'être au contact permanent avec les chefs d'entreprise de tout secteur d'activité, toute taille. Et du coup, j'ai pu voir vraiment en interne toutes les solutions qui étaient proposées pour l'entrepreneur. Et ça, pour le coup, quand après, moi j'ai vécu moi-même cette période de liquidation, ça m'a énormément aidé. Parce qu'en fait, on n'est absolument pas seul, on a plein de conseils très techniques, stratégiques. Donc voilà, je crois que c'est important. Ça permet aussi du coup de rompre l'isolement et en plus d'être efficace dans son rebond ou dans son mieux-être tout simplement. Donc ça, c'est vraiment pour moi une des clés très importantes. Et là, j'ai mis la gestion financière. J'aurais pu mettre aussi le côté digital, mais j'en reviens en fait au fait de se former. Souvent, le chef d'entreprise va être très technique et très bon quelque part dans sa matière. Et on en revient au fait que être entrepreneur, là pour le coup, c'est un véritable couteau suisse et savoir tout faire, hein, sauf que évidemment, on ne sait pas forcément tout faire et qu'il est bon aussi de s'adapter tout simplement à toutes les modifications, tous les changements qu'on vit tous les jours dans notre société et qui a un impact dans notre manière d'entreprendre et donc là, de se former au cas échéant. Donc, ça peut être sur la gestion financière, ça peut être sur le digital aussi, par exemple. Et notamment avec la période du Covid, cette période-là nous a aussi poussé à trouver d'autres manières de travailler pour continuer en fait d'exercer.
La prévention pour une meilleure santé mentale, il y a plusieurs astuces, évidemment. En point numéro 1, je ne vous cache pas qu'il y a vraiment aujourd'hui beaucoup de techniques qui permettent d'avoir une bonne santé mentale. Là, pour le coup, l'idée, c'est, au niveau de mon accompagnement, c'est de donner toutes les solutions techniques possibles qui existent. Elles marchent, sinon je ne serais pas là avec vous. Je ne vous cache pas que je suis mon meilleur cobaye. Le tout, ça va être de la régularité. Ça va être de la régularité, c'est-à-dire instaurer vraiment dans votre vie de tous les jours, de toute façon, un espace-temps, et je dis bien en effet un espace-temps, pour prévenir ces états. Voilà. Pourquoi c'est efficace? Parce qu'à la fois, ça nous permet dans les grandes difficultés, de faire face beaucoup mieux. Et ça permet aussi, quand tout va bien, de toute façon, d'être dans la prévention. Parce qu'encore une fois, c'est optimum aussi pour la santé de votre entreprise et votre santé à vous. Je parlais du temps à s'octroyer parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent. On me dit: «Ouais, mais Aurélie, moi, j'ai pas le temps». Alors, ça, c'est un sacré sujet parce qu'en fait, on se rend compte avec un peu de recul qu'en fait, on a tous que 24 heures dans une journée et que, du coup, il ne s'agit pas de faire plus, mais il s'agit de faire autrement et de faire mieux. Donc, la deuxième partie, pour moi, qui est clé dans la prévention d'une meilleure santé mentale, ça va être le management de votre temps. Voilà, ou le management du temps de vos clients. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment clé, sur laquelle aussi on peut agir. Et le troisième point, clé aussi pour une bonne prévention, c'est qu'on oublie souvent que notre entreprise n'est ni plus ni moins qu'une extension de nous-mêmes. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à remettre toujours l'humain, même au cours d'un coaching purement stratégique, c'est de toujours se remettre en numéro 1, en fait. Vous êtes le boss de votre entreprise, votre client, c'est le boss de son entreprise et évidemment, plus nous, on va bien, et bien, par état de fait, notre entreprise aussi se porte mieux. Toujours, gardez bien en tête, c'est quelque part un élément très physique, mais tout ce qui émane de nous, tout ce qu'on va ressentir, notre environnement va le ressentir. Donc nos clients, nos fournisseurs, notre entreprise. Donc ça a un vrai impact et du coup, notre entreprise et nous, ne font qu'un. Voilà, c'est un vrai duo. Et automatiquement aussi, du coup, se mettre soi-même dans cette posture-là ne peut que optimiser également une meilleure santé pour notre entreprise. Ça, c'est important. Alors, la prévention des difficultés professionnelles. Donc, en 1, j'ai vraiment mis le réseau professionnel. Moi, j'avoue que c'est ce qui, à la fois, m'a aidée, mais m'aide aussi au quotidien, tous les jours. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Ludivine aussi en a parlé, les fédérations de branches, les ordres, des syndicats comme le MEDEF, la CGPME. Il y en a certainement d'autres. Parfois, c'est des réseaux aussi d'entreprises. Mais j'ai mis cela parce que ceux-là, souvent, connaissent ou particulièrement bien notre métier ou connaissent tout simplement dans l'entièreté l'entreprise, en fait. Donc ça, c'est assez précieux. Et ça permet aussi de sortir de notre isolement. Deuxième point clé, ça va être la communication et la lucidité. Pas très souvent, je m'aperçois que beaucoup de mes clients n'osent pas dire quand il y a des difficultés. Alors, ça paraît un petit peu fou, mais même dans mon job, c'est vrai que le premier truc que je demande évidemment, c'est comment allez-vous? Qui est la pire question. C'est la question qui est absolument pas recommandée quand vous suivez une formation de thérapeute et de coach. C'est la question à pas poser. Pourquoi? Dans le comment allez-vous, vous pouvez être sûr que tout le monde vous répond ça va, tout va bien. Jacques est écroulé de rire. Je crois qu'il va pouvoir rebondir sur ce sujet-là. Donc après, il s'agit de creuser un petit peu plus parce que c'est au fil, moi, des séances que j'arrive à la fois moi percevoir, mais aussi à aider en fait mes clients à percevoir que ça ne va pas du tout. Et souvent, pour tout un tas de raisons, il peut y avoir peut-être des sentiments de honte, de déni, peu importe. Mais ça, c'est important. C'est important en toute sécurité, de pouvoir
peut-être vous confier en fait à quelqu'un que vous ressentez bien, et de dire, OK, là, ça va pas. Là, j'ai des difficultés, ou là, ça va pas, mon client a des difficultés, comment je peux l'aider? Et d'essayer quelque part, quand on vous dit que tout va bien, c'est peut-être le cas de vos clients, ne pas hésiter à les creuser un petit peu plus. Ne pas hésiter à les poser des questions ouvertes, vraiment plus, en fait, pour à la fois créer cet espace de confiance et à la fois pouvoir identifier de manière peut-être plus précise les sources de difficultés. Ça, c'est important. On l'a déjà dit, donc pardonnez-moi pour la répétition, mais c'est la formation et le développement. Le développement aussi, parce que je m'aperçois, j'ai travaillé près de 13 ans dans des fonctions de développement commercial, hein, pur et dur, et que beaucoup aussi de difficultés de mes clients, quelque part, il manque un côté stratégique. Il manque un côté stratégique. Je vous donne un exemple qui va peut-être vous parler, en tout cas celui de mon métier. On se dit, bon, OK, quand on va voir un thérapeute, on prend rendez-vous et on se rend dans un cabinet, et puis c'est à la séance, et puis voilà, c'est comme ça. C'est comme ça et ça ne peut pas être autrement, puisque 90% des thérapeutes fonctionnent comme ça. Et bien, quand on a, je dirais, la posture de chef d'entreprise, parce qu'en fait, qu'on soit seul dans notre entreprise ou plusieurs, c'est bien ça la clé. La formation, c'est oui, osez vous former ou osez peut-être proposer à vos clients de se former à la posture d'entrepreneur. Parce que la posture d'entrepreneur, avant même d'exercer son métier passion, ça va être de regarder son modèle économique. Ça va être de regarder comment on peut faire autrement. Parce que parfois, on s'aperçoit qu'on peut travailler des heures et la rentabilité, elle n'est pas là. Elle n'est pas au rendez-vous. Donc, c'est aussi de se permettre de revoir un certain modèle et peut-être aussi de développer ses compétences justement de commercial, de développeur, de fidélisation, parce qu'aujourd'hui, c'est clé pour absolument tout et vraiment tous les secteurs d'activité et toutes les tailles d'entreprise. Dernier point qui peut aussi aider grandement maintenant, en tout cas à l'ère de l'automatisation, du digital, ne pas hésiter à utiliser, j'ose dire, les bons outils d'automatisation pour gagner du temps. Et ça, j'en ai épluché pas mal. Donc maintenant, j'ai une assez bonne vision aussi en fonction de comment les utiliser, lesquels utiliser, ne pas en utiliser non plus 36 parce que sinon on n'est plus du tout efficace. Mais enfin, il y a maintenant des bons outils qui aident à gagner un temps précieux dans vos activités. Donc maintenant, en conclusion, écoutez, j'espère que vous aurez en tout cas entendu l'importance de prendre soin de vous, de tout de suite, en fait, arriver à identifier vos besoins en mieux-être, en fait, hein, à gérer aussi ce stress, avoir quelques clés d'anticipation ou en tout cas de moyens pour trouver un bon équilibre pro-perso, un bon équilibre mental, et ne pas hésiter à se faire accompagner personnellement ou professionnellement, parce que oui, c'est possible. On peut, même une activité très, très demandeuse, très prenante, peut quand même réussir, je dirais, peut-être sur le long terme évidemment, mais à exercer dans un certain bien-être, et ça je pense que c'est important pour tous, et c'est important aussi pour la réussite de l'entreprise. Voilà, merci en tout cas pour votre écoute, et je proposerai, si c'est possible, peut-être plus tard, mais j'y pense là, j'ai créé justement, pour rentrer un peu plus dans le détail, un petit guide avec tout un tas de techniques déjà que vous pourrez exercer juste pour vous-même. On pourra vous l'envoyer sans problème. Avec plaisir, merci Aurélie. Voilà, merci à tous. Je reprends la main, mais effectivement, le message, vous avez compris, il y a l'anticipation, mais il y a un autre message surtout, c'est de ne pas rester isolé, de parler, de communiquer autour de vous, quel que soit l'organisme que vous allez rencontrer, que vous allez choisir. Il faut oser parler. C'est des organismes qu'on a évoqués, qu'Aurélie évoque, qui sont habitués à ça, qui sont aussi des chefs d'entreprise. Et
voilà, l'idée, c'est vraiment de communiquer, de ne pas rester isolé, de ne pas rester enfermé avec vos difficultés. Donc, je vais vous parler des procédures de prévention des difficultés, donc qui viennent en amont, qui sont un peu méconnues, qui viennent en amont des procédures collectives et qui sont pourtant beaucoup plus efficaces, 2 fois plus efficaces au moins que les procédures de traitement des difficultés. Donc, c'est le livre 6 du Code de commerce qui régit les procédures de prévention des difficultés et de traitement des difficultés. D'abord, pour vous expliquer qui peut solliciter l'ouverture de ces procédures. Donc là, ce que je vais vous dire là concerne aussi bien les procédures de prévention que les procédures de traitement des difficultés. Donc, ça va être les personnes physiques et morales. Je crois que je suis passée un petit peu vite. Voilà. Procédure, donc les personnes physiques ou morales, quel que soit leur statut juridique, à l'exception pour les personnes morales des personnes de droit public et les personnes morales qui ne sont pas dotées de la personnalité morale, donc typiquement société de fait en participation, et les syndicats de copropriété également. Alors oui, ils ont des procédures particulières et il y a des procédures un peu similaires qui existent pour les syndicats de copropriété, mais qui ne sont pas du Code de commerce, mais du Code de la copropriété. Il faut savoir aussi que les procédures collectives peuvent s'appliquer pour des sociétés qui sont radiées dans l'année de la radiation, ou même pour des sociétés dont le chef d'entreprise, ou si c'est une entreprise individuelle, le dirigeant est décédé dans l'année du décès. Au niveau de la compétence matérielle, vous avez donc le tribunal de commerce et les chambres commerciales et tribunaux judiciaires qui interviennent. Donc, le tribunal de commerce, ce sont pour les activités commerciales ou artisanales. Le tribunal judiciaire, lui, concerne les professions libérales et les entreprises agricoles, y compris les entreprises agricoles quand elles sont sous structuration société commerciale. Ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si Jacques veut en parler, c'est qu'il y a un projet tribunal administratif, pas administratif, des activités économiques qui va un peu changer la donne sur cette compétence matérielle, puisque c'est le TAE donc, qui va prendre en charge l'ensemble des procédures de prévention et traitement des difficultés, à l'exception de certaines professions réglementées juridiques, dont la nôtre. Nous continuerons à être traités par le tribunal judiciaire. Voilà. Au niveau de la compétence territoriale, donc je dis déjà parce que le tribunal de Nanterre s'est porté volontaire pour être oui. la décision Un jour. un jour, peut-être en 2025 maintenant, on verra. Donc voilà, on vous en dira, mais on avait fait une formation sur ce sujet qui était très intéressant, je crois que c'était en décembre. Au niveau de la compétence territoriale, c'est le lieu du siège de l'entreprise, en principe, hein, parce qu'il y a des exceptions. On peut demander effectivement à ce que ça soit le lieu d'un établissement, si là où il y a la principale activité en fait de l'entreprise. Et on peut également solliciter, notamment donc, pour les auxiliaires de justice, la délocalisation sur un autre tribunal qui soit limitrophe. Donc, c'est le fameux article 47 du Code de procédure civile que vous devez connaître. Voilà. Au niveau de l'entrepreneur individuel et la loi du 14 février 2022 qui est un peu venue aussi, alors je dirais pas préciser, mais complexifier la chose, puisqu'aujourd'hui, lorsqu'un entrepreneur individuel est en difficulté, il doit d'abord saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire en fonction de la compétence matérielle, qui va vérifier si les dettes sont uniquement professionnelles et donc conserver le dossier, ou si elles sont professionnelles et personnelles, et donc si elles sont et personnelles, vérifier s'il y a une séparation des patrimoines, des dettes, des actifs. Si ce n'est pas le cas, le tribunal donc, va conserver le dossier. Si c'est le cas, il va envoyer pour la partie personnelle à la commission de surendettement. Voilà, donc il y a cette distinction qui n'est pas très évidente. Je crois qu'on a eu quelques dossiers, vous avez eu au tribunal de commerce ce cas-là. Pas beaucoup. C'est assez peu. Donc, au moment où l'artisanat a basculé sur, oui. Sur le tribunal de commerce, on s'attendait à être noyé et nous paniquions. Et je crois qu'il y a eu 12 dossiers. Bon.
Donc, on a réussi à absorber. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas évident. Parce que le tribunal de commerce n'était pas. Alors, il a évidemment toutes les techniques pour identifier, mais n'était pas habitué à ça. Donc, c'est un réflexe maintenant à avoir. Et surtout, si vous avez des clients, pensez-y. Ce n'est pas directement la commission de surendettement. Voilà, je vous ai tout dit sur cette partie-là. Donc, les deux types de procédures de prévention, c'est le mandat ad hoc et la conciliation. Donc, je vous ai mis les schémas qui sont en fait disponibles sur le site du Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires. Il faut savoir que ce sont des procédures qui sont à l'initiative exclusive du dirigeant, qui sont donc, comme je vous le disais, beaucoup plus efficaces que les procédures de traitement des difficultés. On est dans une phase de négociation, de vraiment la d'anticipation. Et l'autre élément important, c'est que ce sont des procédures strictement confidentielles. Il y a eu comme ça des fuites dans des dossiers, on ne citera pas le nom, mais de dossiers importants qui étaient en conciliation. Et il y a eu des condamnations assez lourdes d'ailleurs pour les personnes qui étaient informées de la conciliation parce qu'intervenant dans le cadre de la conciliation, mais qui ont diffusé l'information. Donc voilà, le tribunal est très à cheval là-dessus. Ce qu'il faut savoir également tout de suite, c'est que vous avez la possibilité de faire appel au chèque prévention de la région Île-de-France, qui est un chèque d'un montant de maximum 5 000 euros, qui vous permet de venir en aide pour payer les honoraires du conciliateur ou de mandataire ad hoc dans le cadre de ces procédures, puisque c'est vrai qu'il y a un coût quand même à prendre en compte. Quand on demande l'ouverture d'une procédure de prévention pour ses clients, il faut quand même s'assurer que le dossier est cohérent avec ces procédures. Les facteurs pour faire appel à ces procédures, que ce soit d'ailleurs ces procédures ou les procédures collectives, sont vraiment divers. Et ça peut être on peut arriver à des difficultés suite à un conflit entre associés. Vous avez souvent des sociétés, ils sont à 50-50. Il y a un conflit imposant, les décisions ne peuvent plus être prises et on peut se retrouver dans des difficultés qui emportent l'entreprise. Ça peut être aussi des problèmes suite à un litige prud'homal avec une condamnation très lourde pour l'entreprise qui peut l'amener à avoir des difficultés. La perte évidemment d'un client important. On a encore des entreprises qui n'ont qu'un gros client ou qui ont 80% du chiffre d'affaires pour un client. Ça peut être des impayés de clients. Il y en a beaucoup, je crois que tu en parlais Willy, tout à l'heure en ce moment. Et ça peut être aussi évidemment des secteurs qui sont fragilisés. Bon, à la Covid, il y a eu beaucoup de secteurs fragilisés. En ce moment, c'est le secteur de l'immobilier qui est beaucoup touché, évidemment le textile, mais ça continue. Et ça peut être aussi une dépression d'un dirigeant. Moi, j'ai eu un client qui ne pouvait plus gérer son entreprise. On a été contraint de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, mais parfois, on n'est pas dans des situations, dans le cas de mon client, et on peut anticiper. Et donc, évidemment, le fait de demander l'ouverture d'une procédure permet aussi pas d'envoyer de la papade chaude, mais de se décharger un peu de ce poids et de faire appel à des professionnels vraiment du monde des difficultés, que ce soit le mandataire, le conciliateur qui va être désigné, mais aussi les juges qui sont des professionnels de ces difficultés. Alors, sur la procédure de mandat ad hoc, c'est une procédure qui est très souple. Je crois qu'il y a 2 articles du Code de commerce qui en font état. Donc, c'est vraiment une procédure qu'on peut ouvrir pour tout type de difficulté, qui n'a pas de délai, qui n'a pas de durée plutôt, qui n'a pas de conditions particulières. C'est vraiment très souple. On s'en sert, nous, beaucoup aussi comme une chambre préparatoire à la procédure de conciliation ou une procédure qu'on utilise entre 2 procédures de conciliation, puisque la conciliation a une durée et on ne peut pas refaire appel à une procédure de conciliation si on ne respecte pas un certain délai. Donc, ça peut être aussi un outil envisagé pour bien organiser la conciliation, voire après une procédure de traitement des difficultés. C'est une procédure dans laquelle on n'est pas en état de cessation des paiements. C'est le président du tribunal qui ouvre le mandat ad hoc et qui va désigner un mandataire ad hoc, qui souvent est un administrateur judiciaire, mais qui peut être aussi une personne qualifiée. Et il y a le procureur aussi qui intervient dans ces procédures.
Il n'y a aucune conséquence pour les créanciers. Il n'y a aucun dispositif avec des contraintes sur les créanciers. Et donc, c'est une procédure qui n'est pas très utilisée, sauf Jacques, peut-être vous voulez dire un mot, mais pour organiser plus la conciliation, pour gagner du temps par rapport à la conciliation qui est assez brève. Oui, éventuellement. et puis le mandat ad hoc correspond à un besoin spécifique de l'entreprise de venir, je dirais communément, se mettre à l'abri et de trouver quelqu'un qui va venir épauler le chef d'entreprise ou la structure dirigeante pour trouver la solution la plus adaptée. Alors que la conciliation, on est déjà dans presque une phase précontentieuse. Absolument, c'est vrai. Donc la conciliation, elle est beaucoup plus réglementée. C'est donc une situation où l'entreprise a des difficultés juridiques, économiques ou financières. Donc là, ça reste encore une fois assez vague, mais ce sont des difficultés qui sont avérées ou qui sont prévisibles. C'est également une requête auprès du tribunal, auprès du président du tribunal qui est déposée. Et le président du tribunal va désigner un conciliateur qui, là aussi, va être bien souvent un administrateur judiciaire, qui va avoir pour mission deux missions possibles. La première, la plus fréquente, c'est d'essayer de trouver un accord avec les principaux créanciers de l'entreprise. Souvent, on a besoin de mettre autour de la table le banquier ou les banquiers, également le bailleur. Voilà, ce sont les principaux créanciers. L'entreprise n'arrive pas à faire face à ses échéances de prêts, à payer ses loyers. On est face à une entreprise qui a besoin de son bail commercial. On a besoin absolument de préserver ce contrat, et donc il faut essayer là aussi d'anticiper, parce que le fait de perdre le contrat, évidemment, entraîne la perte du fonds de commerce. On a donc une procédure qui va durer 4 plus 1 mois, donc en tout 5 mois. Donc c'est 4 mois de négociation, et si on arrive à peu près à s'entendre, on a 1 mois ensuite pour mettre en place un accord, un protocole, qui va pouvoir donc faire participer tous les créanciers qu'on a mis autour de la table. Alors, on appelle le mandat ad hoc et la conciliation des missions amiables, parce qu'effectivement, c'est le chef d'entreprise qui sollicite, c'est à son initiative, qui sollicite donc l'ouverture de cette procédure, et on met autour de la table des créanciers. On ne peut rien non plus leur imposer. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on appelle amiable, puisqu'il s'agit de trouver une solution de négociation, un accord qui puisse satisfaire tout le monde, contrairement aux procédures collectives où là, on va appeler autour de la table tous les créanciers. Dans le cadre de la conciliation ou du mandat ad hoc, on choisit qui on met autour de la table. Voilà. Sachant que, comme je vous le disais, c'est une procédure confidentielle, donc on n'a pas envie à ce stade-là que tout le monde soit informé. On a parfois des clients qui travaillent avec les marchés publics, et s'ils se retrouvent en état de cessation des paiements, donc en procédure collective, même en sauvegarde, ils vont perdre ces clients. Donc, ça serait une catastrophe. Donc, ça, la conciliation, c'est vraiment un outil très utile pour ce type de clients. Il y a également une deuxième mission qu'on peut confier aux conciliateurs, outre le fait de trouver des accords avec les créanciers, c'est d'organiser la cession du fonds de commerce. On est en difficulté, on sait qu'on va devoir céder le fonds de commerce, mais on essaye de l'organiser au mieux, et pour l'organiser au mieux, pour avoir la meilleure valeur du prix de cession, c'est de l'organiser de manière confidentielle. Donc, ça peut être intéressant aussi de se placer là sous conciliation. Lorsqu'on trouve des candidats pendant la conciliation, on va tout organiser, on va ensuite se placer en procédure collective, et on aura déjà donc notre offre de cession qui est faite, nos candidats, et on aura une procédure collective qui va être très rapide. Et ça nous évitera en fait de rester de manière officielle en procédure collective, et donc vous obtenez des meilleures conditions de vente de votre fonds de commerce. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut rien opposer aux créanciers. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, puisqu'on peut leur imposer quand même des délais de paiement. C'est l'article 1343.5 du Code civil, hein, qui était repris récemment d'ailleurs dans le cadre des réformes des procédures collectives.
Donc, on va pouvoir leur imposer, s'ils ne souhaitent pas participer à la négociation, des délais de paiement, vous savez, c'est 24 mois maximum. Voilà, mais sinon, il n'y a pas d'autres effets juridiques sur l'entreprise et sur les créanciers. Deux issues possibles en cas d'accord, c'est soit donc l'homologation d'un accord par le tribunal, soit le simple constat de l'accord par le président du tribunal. Dans ce cas-là, ça reste totalement confidentiel. En revanche, si on fait homologuer l'accord par le tribunal, ça va devenir officiel, sauf qu'évidemment, ce n'est pas l'accord qui va être publié, c'est juste le fait qu'il y a une homologation d'un accord entre les créanciers. Les conséquences de l'accord, là, sont importantes puisque vous avez la suspension des poursuites et surtout, y compris à l'égard aussi des cautions, qu'elles soient personnes physiques ou personnes morales, puisqu'on a bien souvent aussi notre chef d'entreprise qui, outre ses difficultés sur l'entreprise, a également des difficultés puisqu'il sait qu'il est caution, il s'est porté caution. Et donc, si l'entreprise va mal, il sait qu'on peut venir le chercher. Donc, ça ajoute dans le stress ces difficultés. Voilà. Donc, le fait d'ouvrir ces procédures et aussi les procédures collectives permettent, en tout cas pour la personne physique, d'être protégée un maximum de temps des actions possibles des créanciers. Voilà. Est-ce qu'on a des confrères qui auraient des questions à ce stade ? Peut-être demander à Alexandre, qui a dû suivre le chat. Alexandre, tu peux nous dire si on a des questions à ce stade ou on attend la fin? Nous n'avons pas encore de questions, mais on peut inciter les apprenants à poser des questions par le chat ou pourquoi pas à les poser directement et échanger avec vous. Alors, je continue et on enchaîne sur la gestion de la crise. Donc là, on rentre dans le sujet un peu plus lourd. Là, on a moins été dans l'anticipation ou alors on a anticipé, justement, on a mis en place des procédures de prévention, mais qui n'ont pas abouti. Donc, s'il n'y a pas eu d'accord, tout est encore possible. On va pouvoir mettre en place d'autres procédures et on va là aussi contraindre les créanciers, mais de manière collective. C'est-à-dire que là, tous les créanciers vont être concernés par la procédure collective. C'est pour ça qu'on l'appelle collective. Et ça peut aussi, ces procédures, être une menace vis-à-vis du créancier qui se trouve en conciliation, qui ne veut absolument pas signer d'accord. On va lui dire, mais écoutez, vous ne voulez pas qu'on s'entende autour de la table de manière confidentielle, eh bien, c'est pas grave. Nous, on va aller se placer en procédure collective. Et là, malheureusement, même si on n'est pas en état de cessation des paiements, vous allez souffrir autant que tous les autres créanciers et je n'aurai pas à vous payer. Donc voilà, c'est une vraie menace lorsqu'on est en conciliation. Donc, il y a toujours voilà, des solutions possibles. Alors, je vous ai mis sur ce slide les statistiques récentes d'Altares. Vous avez un guide, je crois, qui sort tous les trimestres, qui est très intéressant, puisque ça vous donne des stats en fonction de la région, en fonction du secteur d'activité. Mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que vous verrez, c'est que la plupart des entreprises qui sont concernées par l'ouverture d'une procédure collective, ce sont les petites structures. Donc justement, celles qui nous intéressent aujourd'hui, c'est-à-dire le chef d'entreprise qui est tout seul, qui est isolé, qui a très peu de salariés, qui n'a pas d'associés, entrepreneur individuel. Donc, c'est les petites structures qui sont à majorité d'ailleurs directement concernées par une liquidation judiciaire sèche, c'est-à-dire qu'elles battent directement en liquidation sans passer par la caisse sauvegarde ou redressement judiciaire. Donc, c'est celles-ci qui sont les plus fragilisées. Donc, en ce moment, la région parisienne, voilà, il y a un accroissement, je crois que on est autour des 33% d'augmentation de procédures collectives. Mais on est très légèrement au-dessus de ce qui devrait être la normalité, hein, puisque là, on a les effets de l'après-Covid avec le gel des procédures, donc les ouvertures qui se rouvrent, et on a surtout beaucoup d'assignations de l'URSSAF qui a relancé ces procédures. Je crois que sur le tribunal de commerce, il y avait 250 procédures. Oui, l'URSSAF a tardé. Et peut-être pour des raisons humaines, je ne sais pas. Et aujourd'hui, les dossiers arrivent à profusion. Voilà. Et donc, on va retrouver le secteur de l'habillement, je vous disais tout à l'heure, les services aux personnes, aux entreprises, et puis les activités immobilières qui ont beaucoup souffert de la crise, toujours le bâtiment. Voilà.
Alors, plusieurs procédures. Donc, la sauvegarde, on va dire de manière chronologique, le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire. La sauvegarde, donc, c'est l'article L620-1 suivant du Code de commerce. Donc, dans le livre 6, c'est facile de vous repérer. Le numéro, la centaine, ce sont les missions de prévention. Les 620 et suivants, c'est la sauvegarde. Les 630 et suivants, c'est le redressement judiciaire. 640, ça va être la liquidation judiciaire. À vous retrouver plus facilement. Donc là, on est dans le cadre d'une procédure où l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements. Il faut peut-être expliquer ce que c'est l'état de cessation des paiements. C'est quand avec l'actif disponible, vous n'êtes pas en mesure de faire face à votre passif exigible. L'actif disponible, clairement, c'est ce que vous avez sur les comptes bancaires. Les créances clients à recouvrer ne sont pas de l'actif disponible. Et puis le passif exigible, c'est ce que vous devez payer au jour où on se parle. Donc, si vous avez mis, par exemple, en place des échéanciers avec l'URSSAF, avec un créancier, les échéances à venir, ce n'est pas du passif exigible. Par contre, l'échéance qui est en cours que vous n'avez pas payée, celle-ci est du passif exigible. Donc, si avec votre solde bancaire, alors vous pouvez comprendre dans le solde bancaire votre découvert autorisé. Si avec ça, vous n'êtes pas en mesure de vous payer vos factures, vos échéances qui sont exigibles, vous êtes en état de cessation des paiements. Donc, la sauvegarde, c'est une procédure dans laquelle les entreprises ne sont pas en état de cessation des paiements. J'ai oublié de le dire, pardon, tout à l'heure, mais dans le cas d'une conciliation, on peut solliciter l'ouverture d'une conciliation si on est en état de cessation des paiements, mais de moins de 45 jours. Voilà. Sur la sauvegarde, donc pas d'état de cessation des paiements. C'est des procédures qui sont beaucoup plus efficaces que le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans l'anticipation. On n'a pas attendu d'être en état de cessation des paiements pour demander la protection du tribunal. La procédure de sauvegarde, elle dure maximum 12 mois. On va s'ouvrir ce qu'on appelle une période d'observation avec la désignation par le tribunal d'un administrateur judiciaire. Pas forcément, hein, il faut que les seuils soient atteints, mais en général, devant le tribunal de commerce de Nanterre, même de Paris, on a la désignation d'un administrateur judiciaire. On a également la désignation obligatoire du mandataire judiciaire. Alors, ils n'ont pas le même rôle. L'administrateur judiciaire, il va être là pour assister l'entreprise au quotidien pour essayer de se restructurer. Il va pouvoir résilier des contrats, il va pouvoir ouvrir des comptes avec des banques qui soient plus faciles à gérer dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Et le mandataire judiciaire, lui, va plus être là pour recevoir les déclarations des créanciers et pour demander les prises en charge éventuelles des salaires, des licenciements qui ne seraient pas payés donc auprès de vos salariés. La sauvegarde, l'autre particularité, c'est qu'elle ne peut être ouverte qu'à l'initiative du chef d'entreprise. Voilà, on est vraiment dans l'anticipation, pas des cessations des paiements, et c'est le chef d'entreprise qui demande à bénéficier de cette procédure. Les règles ensuite qui vont découler de la sauvegarde sont quasiment les mêmes que celles du redressement judiciaire, qui sont donc, vous l'avez compris, des procédures qui ne sont pas confidentielles, puisqu'elles vont être publiées. Il va y avoir une mention sur le CABIS. Et donc, c'est un des avantages par rapport aux procédures de prévention des difficultés. À côté donc d'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, vous allez avoir un juge commissaire aussi qui va être désigné, qui lui a pour charge de faire en sorte que la procédure se déroule au mieux pour le chef d'entreprise avec les organes de la procédure. Et puis vous aurez le procureur de la République également qui sera présent aux audiences. Vous devez également procéder à l'élection d'un représentant des salariés qui aura pour rôle de tenir informés les salariés de la procédure, du déroulement de la procédure, et qui viendra aux audiences devant le tribunal pour faire part des observations des salariés s'il y en a. Alors, il n'y a pas forcément de représentants des salariés s'il n'y a pas de volontaires. Il n'y en aura pas, mais en tout cas, vous avez l'obligation de procéder à leur élection, et vous avez normalement aussi l'obligation, lorsque vous venez devant le tribunal pour demander l'ouverture de la procédure, d'avoir à vos côtés déjà un représentant des salariés.
Alors, les seuils pour la désignation d'administrateur judiciaire, c'est 20 salariés et un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 3 millions d'euros. Voilà. Vous avez également l'ordre, puisqu'on a une profession réglementée. Je n'ai pas parlé tout à l'heure pour les conciliations. Dans le cadre de la conciliation, c'est confidentiel, mais s'il y a un protocole d'accord, un accord d'homologation, l'ordre sera informé. Lors d'une ouverture de procédure collective, l'ordre est convoqué à l'audience. Voilà. Donc, la dernière fois, il y avait un petit oubli pour une autre profession réglementée, et donc on a été obligé de renvoyer l'audience puisque l'ordre n'avait pas été convoqué. Donc, je crois que je vous l'ai dit, ça dure 12 mois, période d'observation. Ça va être une période où on va surveiller l'entreprise. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, elle connaît des difficultés, mais des difficultés qu'elle va pouvoir surmonter. Voilà, donc c'est une période où on va lui permettre de reprendre son souffle. Alors, on parle souvent de termes un peu de santé, on parle effectivement de reprendre son souffle. On parle aussi d'arrêter l'hémorragie. Ce que tu disais tout à l'heure, souvent le chef d'entreprise et l'entreprise sont un. Il faut aussi expliquer, apprendre au chef d'entreprise qu'il peut se séparer de son entreprise. Il faut prendre du recul, comme tu le disais. Il faut savoir arrêter l'hémorragie. Quand vraiment ça ne va plus, il faut aller se mettre sous la protection du tribunal. Et voilà, on peut vivre aussi son entreprise. Il faut essayer de prendre un peu de distance par rapport à elle. L'administrateur judiciaire va donc assister l'entreprise qui est en sauvegarde, et il va avoir 2 rôles possibles, 2 missions, soit celle de surveillance, donc vraiment il regarde, il surveille l'entreprise, voir si tout va bien, et puis sinon il y a un rôle d'assistance, et là il va avoir une mission un peu plus proche du dirigeant, et notamment il y a une contrainte qui est souvent mal vécue par les chefs d'entreprise. Ils ont l'impression de perdre le pouvoir, c'est qu'en fait, il y a une double signature des paiements qui sont faits. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise en sauvegarde ou en redressement judiciaire ne pourra plus effectuer ses paiements seul. Il faudra qu'il soit validé par l'administrateur. Alors, matériellement, ça se passe vraiment très facilement, puisque maintenant, toutes les banques, en tout cas les banques qui travaillent avec les entreprises en difficulté, il y a des systèmes qui font qu'il n'y a pas de perte de temps majeure. En revanche, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Hein. Ça peut être aussi vécu comme un stress. Pas facile pour les chefs d'entreprise de dire, mince, je ne peux plus signer tout seul. J'ai besoin que l'administrateur me donne le feu vert. Mais voilà, donc ça, c'est aussi une règle en redressement judiciaire. Alors, en redressement judiciaire, l'administrateur n'a pas le rôle d'assistance ou de surveillance. Il a le rôle soit d'assistance, soit de représentation. Lorsque vous êtes en sauvegarde, vous avez bien compris, il n'y a pas de dessaisissement. Vous continuez à gérer votre entreprise, mais vous devez rendre des comptes régulièrement au tribunal. Et l'administrateur judiciaire regarde ce qui se passe et valide vos virements. Dans un redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire peut avoir une mission de représentation. C'est extrêmement rare. Je ne sais pas si vous en voyez souvent, Jacques. Vous en voyez souvent. Ça reste quand même rare. Ce n'est pas la majorité des cas. Moi, j'ai eu quelques cas comme ça. Alors, j'avais moi un client qui n'était pas mon client, puisque moi, mon client, on va dire, c'était l'entreprise, mais qui était parti avec beaucoup d'argent. Donc, il était parti en courant dans son jardin un bon matin. Il a été récupéré par la police, donc il se trouvait en prison quand l'entreprise était en redressement judiciaire. Donc, voilà. Donc, lui, forcément, c'était une mission de représentation. Donc, ça peut arriver, mais normalement, vous n'êtes pas dessaisi. C'est vraiment une mission d'assistance. Mais dans le cadre, par exemple, nous, si un confrère devait se trouver dans cette situation d'un redressement judiciaire avec dessaisissement, donc ce serait une représentation, il y aurait un confrère donc, qui serait désigné par l'ordre pour administrer la société le temps de redresser l'entreprise, puisque compte tenu de notre profession assez particulière, on ne pourrait pas confier cette mission à un administrateur judiciaire. Donc l'administrateur judiciaire serait obligé de travailler avec un avocat désigné par le bâtonnier. Voilà, donc la procédure de redressement judiciaire, c'est que vous êtes en état de cessation des paiements, c'est la différence avec la sauvegarde, et vous avez des possibilités de redresser la structure. Donc la période d'observation peut, elle, durer 18 mois. L'idée, ce n'est pas de traîner 18 mois. Hein. Normalement, c'est 12 mois plus 6 mois exceptionnels sur autorisation du procureur. L'idée, c'est vraiment de vous redonner un souffle, de voir avec l'administrateur s'il n'y a pas des possibilités de restructurer votre entreprise, de malheureusement procéder à des licenciements économiques. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très mal vécu par les chefs d'entreprise.
quand il faut passer par des licenciements économiques. C'est évidemment difficile pour le salarié, mais c'est aussi, il faut le savoir, difficile pour le chef d'entreprise. Mais malheureusement, parfois, pour sauver l'entreprise, pour sauver les autres salariés et pour poursuivre l'activité, on est obligé de procéder à des licenciements économiques. Sachant que, je vous rassure, il y a les AGS qui prennent en charge le coût des licenciements économiques. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des licenciements économiques dans le cas d'un redressement judiciaire, parce que ce n'est pas l'entreprise qui va avancer le coût des licenciements économiques, mais c'est les AGS. Le coût des licenciements économiques sera reporté ensuite sur le remboursement du passif dans le cas d'un plan. Mais ça vous permet, vous, parce que des fois, on a des chefs d'entreprise qui disent, mais moi, pour me sauver, il faudrait que je fasse des licenciements. Je ne peux pas faire de licenciements parce que ça coûte trop cher, donc je mords la queue. Or, vous vous placez sous la sauvegarde du tribunal, vous bénéficiez de cette prise en charge des coûts des licenciements et des salaires. Si vos salaires n'étaient pas payés au moment où vous demandez l'ouverture de la procédure, ne vous inquiétez pas, les salaires vont être pris en charge. Alors, évidemment, il y a des plafonds, c'est des plafonds importants. Il faut avoir ces informations sur le site de AGS, je crois. Tout est expliqué. Donc, pas de désistement, période d'observation qui dure 18 mois. Là, vous pouvez solliciter, voilà, je vous encourage toujours à être plutôt demandeur, mais si ce n'est pas vous qui le demandez, le créancier peut assigner l'entreprise en redressement judiciaire et liquidation judiciaire. Ça arrive très fréquemment. J'ai aussi des clients à qui c'est arrivé parce qu'en fait, ils avaient vendu leur fonds de commerce. Il y a des situations comme ça qui arrivent. Ils n'ont pas fait changement de leur siège social. Ils n'ont pas reçu donc les courriers de mise en demeure de relance. Ils n'ont pas reçu l'assignation. Ils se retrouvent donc convoqués devant le tribunal. Ils ne le savent pas, puisqu'ils n'ont pas reçu l'assignation. Bon, en général, quand même, on arrive à trouver l'adresse du débiteur, du dirigeant, parce qu'on appelle ça malheureusement le débiteur. C'est vrai qu'il y a des termes qui ne sont pas très encourageants, puisque un chef d'entreprise en difficulté, on l'appelle le directeur, enfin en tout cas l'entreprise. Et donc voilà, vous vous retrouvez des fois dans des situations compliquées juste parce que vous avez oublié de modifier votre siège social. Vous avez aussi peut-être voulu, et c'est ce qui arrive souvent, pas oser en parler autour de vous. Donc le chef d'entreprise souvent est dans le déni, malheureusement. Voilà, met la tête dans le sable et il faut attendre que ce soit le créancier qui assigne. Donc les conséquences sont plus douloureuses au niveau psychologique. Et puis, vous avez à continuer à aggraver votre passif. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, si possible, aller dans l'anticipation. Donc, à l'initiative du dirigeant, du créancier, ça peut être aussi le procureur de la République. Parce que, par exemple, le président qui a détecté des difficultés, pas de dépôt des comptes, des inscriptions, etc., une convocation par le président, vous n'êtes pas venu. Voilà, il peut y avoir donc une enquête et puis ensuite le procureur qui est saisi et qui sollicite l'ouverture de la procédure collective. Donc, le redressement judiciaire, il a pour objectif d'aboutir à un plan qui permettra d'apurer le passif, donc qui commencera à l'issue de la période d'observation, donc 12 ou 18 mois, et de poursuivre l'activité, de maintenir l'emploi et l'activité. Pendant la période d'observation du redressement judiciaire, il y a des règles qui sont très, très contraignantes pour les créanciers, ce que je vous disais, qui sont vraiment une menace, puisqu'en fait, au jour de l'ouverture de la procédure, votre passif va être gelé. Et donc, les créanciers ne pourront plus vous demander le paiement de leurs créances pour toutes celles qui sont nées avant le jour de l'ouverture de la procédure et devront déclarer entre les mains du mandataire judiciaire leurs créances. Donc, il y a un délai pour ça, c'est 2 mois à partir de l'inscription au BONAC, ce qui va vous permettre de trouver justement ce sauve de trésorerie. Donc, souvent, moi, ce que j'explique à mes clients, c'est qu'il ne faut pas attendre trop tard, puisque en redressement judiciaire, il faut absolument que vous ayez déjà de la trésorerie pour surmonter les 12 mois. Pourquoi ? Parce que dès que vous êtes en redressement judiciaire ou en sauvegarde, vous allez devoir en revanche payer vos factures dès qu'elles sont exigibles. Si vous ne pouvez pas faire face à vos factures qui interviennent pendant la période d'observation, vous allez vous retrouver en état de cessation des paiements. Et donc là, la seule solution possible, ça sera la liquidation judiciaire. Donc, n'attendez pas, voilà, prévenez vos clients, il ne faut surtout pas attendre pour demander l'ouverture d'un redressement judiciaire d'une sauvegarde. Donc ça, voilà, interdiction des paiements qui sont nés antérieurement. Vous avez également l'interdiction pour les créanciers de toute action en justice qui serait aux fins de condamnation d'une créance qui serait née avant l'ouverture de la procédure. En revanche,
Si vous ne payez pas vos dettes pendant la période d'observation, évidemment, les créanciers sont libres là de vous assigner. Suspension des procédures qui ont été déjà ouvertes, mais reprise uniquement quand le créancier aura fait sa déclaration de créance et aura assigné l'administrateur et le mandataire à intervenir dans la procédure. L'autre règle qui est bénéfique aux chefs d'entreprise en difficulté, c'est l'arrêt des cours des intérêts et puis l'interdiction des nouvelles inscriptions pendant la procédure collective. Les contraintes, je vous en ai parlé, le fait que vous êtes obligé de demander l'accord à l'administrateur judiciaire pour signer les paiements. Et puis, il y a certains actes que vous ne pourrez plus passer seul. Il faudra soit demander l'accord de l'administrateur judiciaire, soit même demander l'accord du juge commissaire. Donc là, on est dans des actes qui sont étrangers à la gestion courante. Ça va être notamment pour céder des actifs, pour transiger aussi. Voilà, vous serez obligé de demander l'accord au juge commissaire et l'avis de l'administrateur judiciaire. Vous pouvez aussi bénéficier, donc, je vous disais, des procédures de licenciement économique, qui sont en plus plus rapides que dans la procédure de droit commun, puisque vraiment les règles des droits des entreprises en difficulté, ce sont des règles qui sont dérogatoires au droit commun. C'est assez technique, c'est transversal, puisqu'on a des règles dérogatoires pour les règles de droit des obligations, les procédures. Vous ne pouvez plus assigner en justice. On a aussi des règles dérogatoires en ce qui concerne les relations contractuelles, puisque dans le cadre d'une procédure de redressement ou de sauvegarde, l'administrateur peut décider de résilier les contrats en cours. Il va décider de restructurer, il va décider que ces contrats ne sont pas utiles pour l'entreprise, donc réduction des charges fixes. Et donc, il va prendre la décision, évidemment, avec le chef d'entreprise, de supprimer certains contrats. Et donc, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas bénéficier dans le cadre d'une société in bonis. Alors, il faut savoir que vous avez souvent des indemnités anticipées de résiliation de contrat qui sont là aussi trop lourdes à prendre en charge quand vous êtes dans une société in bonis. Et la procédure de redressement judiciaire vous permet justement de procéder à la résiliation de ces contrats. Les indemnités de résiliation vont être mises dans le passif. Il faut quand même les payer, mais elles seront mises dans le passif, ce qui vous permet, vous, de vous structurer pendant cette période d'observation. Alors, les concontractants peuvent également saisir l'administrateur judiciaire pour demander la résiliation de ces contrats. En revanche, l'administrateur a un délai pour répondre, c'est 1 mois plus une prorogation possible. Mais il y a des exceptions, notamment les salariés ne peuvent pas obtenir la résiliation de leur contrat pendant la procédure collective, ni même le bailleur ne peut pas obtenir de résiliation du contrat pendant la procédure collective, sous réserve quand même que vous soyez à jour de vos paiements pendant le cours de la période d'observation. Les issues possibles sont le plan, c'est la meilleure des solutions, la cession totale de l'entreprise. Dans le cadre de la sauvegarde, il est possible de faire des cessions partielles uniquement. Si jamais, toutefois, vous devez faire une cession totale, dans ce cas-là, on peut basculer en redressement judiciaire pour organiser la cession totale. Et ensuite, malheureusement, si vous n'avez pas possibilité de vous structurer, si la situation ne s'arrange pas, si vous n'êtes pas en mesure de parvenir au remboursement de votre passif, il y a la liquidation judiciaire. Et si vous vous retrouvez en état de cessation des paiements pendant la procédure, pendant la période d'observation. Je ne sais pas où on en est au niveau du temps. Je crois qu'on est je suis un peu bavard. Donc, Oui. Voilà, je fais vite. Alors voilà, les plans, c'est maximum 10 ans, et c'est le maximum. Et sachant que pendant la période d'observation, c'est une année en fait où vous ne payez pas, donc et ensuite le plan ne commence qu'au bout d'un an, la date anniversaire, donc ça vous fait quand même gagner 2 ans de souffle de trésorerie. Donc la liquidation judiciaire, elle peut être ouverte soit à l'issue des procédures que je viens de vous expliquer, soit directement si effectivement vous êtes en état de cessation des paiements. Je passe sur le traitement de sortie de crise qui est un redressement judiciaire accéléré. Si vous êtes donc en état de cessation des paiements et que le redressement est manifestement impossible, c'est la case de la liquidation judiciaire. Un mandataire judiciaire est désigné par le tribunal. Vous pouvez donc demander vous-même l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, bien sûr, ou alors de la même manière que le redressement, un créancier ou procureur de la République. Vous avez 2 types de liquidation, une simplifiée pour les procédures où il n'y a pas d'actifs et une procédure liquidation judiciaire normale qui peut durer longtemps,
qui peut être un stress permanent en fait pour le chef d'entreprise, parce que tant que la procédure de liquidation judiciaire n'est pas clôturée, même s'il ne se passe plus rien, c'est un stress. Moi, mes clients souvent me demandent, mais on en est où de la clôture, on en est où? Voilà, donc c'est un stress, c'est une angoisse, mais effectivement, parfois ça peut durer 2 ans, il y a des procédures qui durent 10 ans, etc., quand il y a des actifs ou des contentieux en cours. Il y a donc maintenant la possibilité de demander la sollicitation d'un mandataire ad hoc quand justement il n'y a plus qu'une vente d'un actif en cours ou un contentieux à suivre. Dans ce cas-là, on clôture la liquidation judiciaire, on demande la désignation d'un mandataire ad hoc qui va suivre cette cession d'actifs ou cette procédure pour permettre au chef d'entreprise justement de bénéficier de la clôture de la liquidation judiciaire. Donc là, dans le cadre de la liquidation judiciaire, rapidement, les conséquences là, dessaisissement du débiteur qui, au jour de la procédure, ne peut plus exercer, ne peut plus poursuivre l'activité de la société, sauf s'il y a une demande de période d'activité qui est sollicitée, déchéance du terme, droit de retour des poursuites individuelles des créanciers. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chef d'entreprise qui serait porté caution a pu être protégé pendant la procédure de sauvegarde de redressement et pendant le plan, hein, parce qu'il arrive parfois aussi qu'on a obtenu un plan, mais que malheureusement la situation est difficile et qu'on soit contraint de la résolution du plan. Donc pendant le plan, pendant le redressement, la sauvegarde, la conciliation, la caution personne physique est protégée. En revanche, quand il y a liquidation judiciaire, vous allez immédiatement recevoir une assignation de la banque, souvent, qui va vous demander de venir en garantie. Sachez que là aussi, il y a des choses à faire. Vous pouvez encore assister votre chef d'entreprise qui serait recherché en tant que caution. Il y a toujours des solutions. Je passe malheureusement sur le rétablissement professionnel, mais c'est des cas qui sont assez rares. Je pense que vous en doutez pas. Voilà. Je vais laisser la parole à Jacques qui va nous parler d'une association qui nous tient à cœur. Donc, le barreau est évidemment membre fondateur, qui est l'association qui vient en aide aux chefs d'entreprise en souffrance psychologique aiguë, qui est donc l'APESA. Merci Ludivine. Donc, l'APESA 92, déjà, nous vous mettons son mail, puisque beaucoup de choses, beaucoup de communication se passent par mail, et vous pouvez à tout instant écrire sur cette adresse, notamment après l'exposé que je vais vous faire. Nous relevons l'adresse 2 fois par jour et nous essayons d'être réactifs pour répondre. Pardon. L'aide psychologique des entrepreneurs en souffrance aiguë a été créée, dite APESA, a été créée sur le 92 en 2021. Il y a 2 juges du tribunal qui sont en charge de l'activité, donc Stéphane Roussillon et moi-même, et les membres fondateurs, Conseil général, CCI, CEPME, CMA, MEDEF, Barreau des Hauts-de-Seine, COEC-IDF, CRCC 7892, Fédération française du bâtiment du Grand Paris et l'Association des juges consulaires. Les tribunaux de commerce sont la catalyse des APESA locales, mais ce n'est pas exclusif des tribunaux de commerce. En réalité, nous avons l'origine d'APESA qui vient du greffe du tribunal de commerce de Saintes, et c'est là où ça a été créé. Et donc, l'esprit grégaire a fait que la continuation s'est faite via les tribunaux de commerce. Mais c'est ouvert à tout le monde, à tous les tribunaux, aussi bien judiciaires que le tribunal de commerce. Vous avez à ce jour 90 juridictions qui ont une association APESA. Et je vous donne rapidement quelques chiffres. En France, il y a eu 4250 sentinelles formées. Je reviendrai sur le rôle de la sentinelle. Et 1569 psychologues accrédités pour intervenir auprès des chefs d'entreprise en souffrance. Sur le 92, sur APESA 92, nous avons formé en 2 ans, 200 sentinelles, en 3 ans, 200 sentinelles et 20 psychologues accrédités. Le dispositif APESA permet à tous les chefs d'entreprise, je dis bien tous les chefs d'entreprise qui en éprouvent le besoin, de bénéficier d'une prise en charge psychologique qui est rapide, qui est gratuite, qui est confidentielle et qui est surtout à proximité de son domicile. Puisque souvent, le chef d'entreprise, quand il a quitté son entreprise, n'habite plus à l'endroit où était domicile l'entreprise. Les personnes qui interviennent, ce sont des psychologues spécialisés dans l'écoute et le traitement de la souffrance morale.
Souvent, le chef d'entreprise, lorsqu'il est en difficulté, a des idées noires qui sont principalement provoquées par les difficultés financières qu'il vit et qui ont des rebondissements, comme ça a été dit tout à l'heure, sur à la fois leur vie personnelle, leur vie familiale, avec la fameuse règle des 3D qui s'applique malheureusement souvent dans tous les cas. À la suite d'une alerte numérique déclenchée par une sentinelle formée à la détection des signaux de la souffrance morale aiguë, slide suivant, les principales caractéristiques du dispositif APESA, c'est que nous couvrons quasiment l'ensemble du territoire. Il y a une coordination nationale qui s'appelle RMA, et je reviendrai sur son rôle. RMA, c'est une structure qui est détachée du groupe Humanis, qui est formée de 10 psychologues cliniciens qui siègent 24 heures, je dirais pas sur 24, mais au moins 5 jours par semaine. Et nous essayons de répondre à la souffrance du chef d'entreprise en 24 heures. C'est un peu un réseau d'urgentistes. Un réseau national de psychologues spécialisés qui interviennent après les psychologues cliniciens des REMA. L'alerte est déclenchée avec l'accord de la personne. On ne peut rien faire sans l'accord du chef d'entreprise. Et le contact, mais on essaye d'avoir un contact en moins d'1 heure. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'urgence. La PESA a une assurance qui a été souscrite, puisque vous savez que nous sommes dans un monde où il faut toujours être couvert par quelque chose, et donc au cas où une sentinelle ferait une erreur, eh bien la sentinelle est assurée. Très important, la confidentialité. C'est absolu et toute information que nous avons reste totalement confidentielle. Bien entendu, la personne en souffrance a déjà d'autres difficultés et l'action d'APESA est gratuite et la prise en charge peut également aller à la famille en cas de besoin. Et puis, nous appliquons la gestion du RGPD, c'est-à-dire que on se demande un peu ce que ça vient faire là, mais toute personne, tout chef d'entreprise qui aurait fait l'objet d'une fiche alerte a reçu un code qui lui permet à tout instant d'effacer sa présence de nos fichiers. C'est une application du RGPD. L'alerte est souvent déclenchée par une simple question dont on a dit tout à l'heure, « Comment allez-vous » Mais derrière cette phrase introductive de tout entretien, il faut savoir aller plus loin. Comment allez-vous votre entreprise? Comment allez-vous votre famille? Comment vont vos enfants? Etc., etc. Pourquoi? Parce que le chef d'entreprise a peut-être une difficulté à se livrer. C'est un homme qui est souvent seul, qui a combattu pour monter son entreprise, qui vit une situation difficile et qui a un petit peu de mal à répondre spontanément aux questions. Donc, il faut l'aider pour le comprendre et pour justifier notre action à comprendre. Être une sentinelle du dispositif APESA, c'est être formé à la détection des signaux faibles ou forts de la souffrance morale et de la crise suicidaire. Il ne faut pas avoir peur de parler de la crise suicidaire. Malheureusement, elle est extrêmement présente. Ce n'est pas devenir psychologue. Le sentinelle, il n'est pas là, il ne va pas prendre en charge la personne pour la porter. C'est un indicateur, c'est un maillon de la chaîne. C'est être en mesure de passer un relais à un psychologue du réseau formé à la prise en charge de la détresse de l'entrepreneur. Le rôle des psychologues de REMA dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui veut dire ressources mutuelles assistance, c'est recevoir les alertes lancées par les sentinelles. Donc nous avons un formulaire, parce qu'il faut toujours un formulaire administratif pour quelle que soit l'activité. Ce formulaire est rempli par la sentinelle en présence ou avec le chef d'entreprise en difficulté et est envoyé à RMA. Il faut savoir évaluer la gravité de la situation. Et quelquefois, la formation qu'on a reçue, il faut parfois y retourner une deuxième fois. Parce que lorsque vous aurez des premiers cas à traiter, vous apercevrez qu'il y a des questions bien difficiles à poser. Et notamment la fausse barbe de « je ne vais pas poser cette question parce que j'avais peur de le déranger ». Nous ne sommes pas là
pour avoir peur de déranger la personne. Nous sommes là pour l'assister et l'aider à vider son sac pour qu'on puisse l'aider à repartir. Contacter un psychologue local du réseau APESA afin de lui transmettre les coordonnées de l'entrepreneur en souffrance. Le slide. Alors là, vous avez un schéma sur lequel que je vais commenter un peu plus, qui est une modélisation de la crise suicidaire. Le chef d'entreprise, lorsqu'il est en difficulté, d'abord n'en parle généralement à personne, et ensuite se renferme sur lui-même pour trouver ses propres solutions. C'est lui qui a créé son bébé, comme on le disait tout à l'heure, il fait corps avec son entreprise, et il imagine des solutions. Ces solutions, il les essaye, il perd du temps, et elles s'avèrent catastrophiques. Donc, il en imagine d'autres, mais progressivement, il rentre dans un entonnoir, conscient ou inconscient, qui lui permet de essayer de nouvelles solutions, d'avoir une idée. La phrase rituelle que l'on peut entendre dans ces cas-là, c'est « je vais m'en sortir, j'ai une idée ». C'est très bien, mais va-t-il s'en sortir? Et progressivement, le chef d'entreprise, ou toute personne du reste qui est en phase suicidaire, parce que ce n'est pas uniquement le chef d'entreprise, un beau matin a une évidence. Son évidence, c'est « si je disparaissais ». Et ça le soulage. Après avoir fait son cheminement, il trouve que cette solution est la bonne pour lui. Ça va le soulager, ça va soulager son entourage, il n'emmerdera plus personne, excusez-moi mon français, et il disparaîtra et il espère bien après retrouver la paix. Alors c'est à ce moment-là, et pour ceux qui ont eu peut-être dans leur entourage des gens qui sont passés à l'acte, que vous entendez l'environnement qui vous dit pourtant j'ai dîné avec lui la semaine dernière, il était en pleine forme, ou j'ai passé le week-end avec eux. Comment se fait-il? Il était très joyeux. Mais oui, parce qu'il avait pris sa décision. Donc il était en paix. Les tracas étaient devenus ailleurs. Et donc c'est pour ça que c'est très important lorsque vous avez dans votre environnement. Et si par hasard, par malheur, c'est vous-même, eh bien il faut savoir ne pas rentrer dans cet entonnoir. Et n'hésitez pas, comme ça vous a été dit, à en parler, à trouver des gens à qui vous allez pouvoir vous confier, des gens de confiance, et de façon à pouvoir avancer et éviter la catastrophe. Beaucoup d'idées sur le suicide sont fausses. Autant de freins à la prévention de la proximité, j'en ai mis quelques-unes. Plus une personne parle de suicide, moins elle est susceptible de passer à l'acte. C'est vrai. Comme je vous le disais, le chef d'entreprise est une personne qui parle peu. Donc s'il en parle, c'est peut-être qu'il y a pensé, mais qu'il l'a écarté, cette solution. Certaines tentatives de suicide sont des appels au secours, d'autres sont de véritables suicides. J'ai eu à vivre plusieurs cas de personnes que j'avais eues au téléphone, parce que j'étais en train de faire leur fiche alerte. Certaines, effectivement, à la fin de l'entretien, je me disais, non, ça ne vaut pas le coup. Le fait d'avoir parlé, le fait d'avoir un peu ouvert son cœur, faisait que, ça y est, le courant était repassé et l'énergie était revenue. Par contre, j'ai eu à connaître des cas fort difficiles, et notamment un où, parallèlement à l'entretien que j'avais, qui avait duré pas loin d'une demi-heure, j'ai appelé RMA de façon à leur dire « qu'est-ce que je fais ?» Et RMA écoutait la conversation et, parallèlement à ça, a déclenché les secours pour aller chez la personne qui a été hospitalisée d'office et qui n'a pas mis fin à ses jours. Le calme qui suit une crise suicidaire signifie que la crise est passée. Ce n'est pas forcément vrai, comme je vous l'ai dit. Quelqu'un qui veut suicider ne prévient jamais avant de passer à l'acte. Et ça, c'est tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est vrai. Et la souffrance, et nous l'avons dit plusieurs fois ici sous différentes formes, relève de l'intimité. Le processus suicidaire, il isole et il enferme. Comme ça vous a été dit aussi tout à l'heure, il réduit l'accès à ses pensées et réduit la capacité de chacun de prendre des décisions pour lui-même. C'est très très difficile de s'auto-diagnostiquer.
C'est un processus qui te contraint à trouver une solution extrême, comme je vous l'ai expliqué, qui peut soulager quand il apparaît comme la solution ultime pour réduire la souffrance. Mais à tout instant, tout ce que nous en sommes lorsque nous avons quelqu'un qui est dans un tel désarroi, ou qu'on peut supposer être dans ce désarroi, il faut savoir, comme le vendeur, pousser la porte, mettre le pied dans la porte pour essayer de mieux savoir. Et on peut agir dans la proximité, les voisins, l'ami, etc. Dans la simplicité, on n'est pas là pour regarder et colporter, et sans risque d'aggraver la situation, parce que c'est pas parce qu'une personne est en difficulté et qu'elle pourrait penser à se suicider qu'on n'a pas le droit de lui parler. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de ne pas parler à quelqu'un qui tombe dans la rue et qui serait blessé? Non. Eh bien, le risque suicidaire, c'est une blessure. Et donc, il faut savoir parler à la personne. Je vous l'ai dit, les valeurs d'APESA, c'est la rapidité, c'est la gratuité pour l'entrepreneur, c'est la confidentialité et c'est la proximité. Gratuité pour l'entrepreneur en souffrance, et je vous l'ai dit aussi, pour sa famille. Si par hasard un chef d'entreprise mettait fin à ses jours, la famille est touchée, les enfants sont touchés, et nous pouvons prendre dans les mêmes critères d'acceptation le chef d'entreprise et sa famille. Les coûts gratuits pour le chef d'entreprise, quand nous envoyons une fiche alerte chez REMA, elle nous est facturée une centaine d'euros, et quand nous avons une consultation avec un psychologue, c'est entre 250 et 350 euros. Qui doit supporter les coûts? Sûrement pas l'entrepreneur, il est déjà ruiné. Par les praticiens des procédures collectives, nous ne voulons pas de conflit d'intérêts, donc il n'en est pas question. Mais par le monde économique et les organisations professionnelles dont vous avez vu la liste tout à l'heure. Et cette liste, tous les jours, nous essayons de l'étoffer pour trouver de nouveaux subsides. Quelques questions. Pour un juge, déclencher une alerte porte-t-elle atteinte à son impartialité? C'est comme si vous aviez à l'entrée de l'hôpital quelqu'un qui serait blessé, vous l'identifiez comme blessé, puis vous fermez les yeux, vous passez votre chemin. Parce qu'il n'est pas de votre service, parce que vous ne le connaissez pas. Non. Un juge a parfaitement le droit de s'enquérir de la santé mentale et de la santé physique de la personne qui l'aura à juger. Pour un avocat, déclencher une alerte porte-t-il atteinte au secret professionnel? Nullement. Nullement. Puisque la confidentialité est là. Pour un expert comptable, un commissaire aux comptes, déclencher une alerte porte-t-elle atteinte au secret professionnel? Non. Vous parlez de la personne, du chef d'entreprise. Et le chef d'entreprise, en réalité, c'est lui, le cœur du dispositif qui est en danger. Pour vous, dans votre vie civile, est-ce une intrusion dans la vie d'autrui? Non plus. Je vous ai donné plusieurs exemples. Quand quelqu'un est malade, il faut savoir se porter vers lui. APESA est-il assimilable à l'envahissement de l'espace public par l'émotion? Oh oui, ça on pourrait le dire. Parce qu'avec l'émotion, on peut justifier de ne jamais agir. Ne rien faire face à de telles situations, c'est tout simplement de la non-assistance à personne en danger. Plaie d'argent n'est pas mortel, j'adore cette phrase, et pourtant, aujourd'hui, nous le vivons, les retournements économiques sont de plus en plus rapides et brutaux. Le Covid a été un exemple et a été très difficile pour bon nombre d'entre nous. Je suis moi-même chef d'entreprise et il faut se dire que ça peut revenir à tout instant. Nul n'est à l'abri. Il faut être vigilant et attentif à tous les signes permettant d'anticiper une détresse économique, familiale et personnelle autour de nous. Prendre conscience de la possibilité de l'échec, c'est peut-être s'en éloigner. Donc, vigilance et solidarité. Merci. Jacques, merci. Vous allez nous parler maintenant de la personne vulnérable. Et c'est, je pense, quelque chose qui peut, voilà, un sujet qui peut tous nous intéresser dans quelques droits qu'on intervient pour effectivement protéger nos clients qui seraient des personnes vulnérables. Alors, la personne vulnérable, c'est tout un chacun. Et c'est un droit qui relève d'un droit transversal qui est souvent ignoré. APESA nous sensibilise à la détresse du chef d'entreprise. Mais n'oubliez pas que le chef d'entreprise,
c'est une personne. Et la loi du 5 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2009, a consacré l'évolution des dispositions concernant la personne vulnérable. Ce droit transversal est méconnu, comme je le disais, dans les juridictions et la vie civile. On ignore souvent l'état de santé physique et mentale d'un homme en difficulté. Or, c'est la première question, comme nous l'avons vu tout à l'heure, qu'il faudrait se poser. La personne qui vient devant moi, comment va-t-elle? Ou moi-même, si je vais mal, où suis-je? La notion de sauvegarde, de justice, habilitation familiale, curatelle, tutelle ou mandat de protection future est très éloignée de nos préoccupations premières. Et pourtant, dans notre subconscient, c'est pour les générations du grand et très grand âge. Nous devons toujours avoir présent à l'esprit cette structure du droit et être vigilants à ne pas omettre d'y penser. Ce n'est pas ralentir le déroulement du calendrier de la vie que de mener une investigation par des questions directes, tant à l'intéressé qu'à son entourage, si on soupçonne une situation de faiblesse. Nous sommes 68 millions de Français à quelque chose près. Il faut savoir que 5% de la population passe tous les ans par la case psychiatrique. Cette population est principalement composée entre 40 et 60% de citoyens âgés de 35 à 55 ans. Et même les dernières statistiques diraient plutôt 28 à 45 ans. Ce sont des personnes victimes pour le moins de dépression et souvent d'un burn-out lié aux difficultés de la vie professionnelle. Quelques articles que vous connaissez par cœur, bien sûr, mais que je viens l'article 414-1, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. L'article 415, les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Donc, ça veut dire quoi? C'est que nous sommes tous concernés et que nous pouvons tous en bénéficier. C'est un devoir de la famille, mais ça peut être aussi un devoir du conseil, de l'avocat, de l'expert comptable, du comptable. C'est très large. Il n'y a pas... Et donc, toute personne dans l'impossibilité de pouvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent article. Tout ça est très important. Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de 2 ans, et ça c'est très important aussi, avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts par suite de l'altération de ses facultés personnelles était notoire ou connue du contractant à l'époque où les actes ont été passés. Je vais arrêter là parce que je sais que le temps presse, mais je voudrais vous dire simplement une chose. C'est que dans ma fonction de juge consulaire, qui est très simple, très humble, j'ai eu à connaître plusieurs fois de dossiers où c'est moi qui ai relevé la vulnérabilité de la personne qui était devant nous. Je l'ai eu en contentieux, je l'ai eu en procédure collective et je l'ai eu en sanction. Et en sanction, c'est le plus grave, parce que là, on va condamner un homme. Et si cet homme n'était pas capable ou était vulnérable à l'époque, il faut savoir prendre le temps de mettre en place la procédure. La justice passera toujours, mais le temps, on doit donner le temps à la procédure. Merci de m'avoir écouté. Écoutez, merci à tous les trois. C'était vraiment très intéressant. Et donc, effectivement, s'il y a un message à retenir, c'est que dans ces moments si durs où on a l'impression d'être seul, il y a des gens pour nous accompagner, il y a des gens qui sont là pour nous. Donc, merci à tous les trois. Je ne sais pas comment on va diffuser les slides ou les informations ou peut-être ces petits guides. On verra avec Alexandre de Molling parce qu'effectivement, je pense qu'il y a plein d'informations qui sont passées à l'écran. Je ne sais On pas vous si enverra les Alexandre... slides, oui. Oui, on vous Oui, enverra les slides ok. et le webinar sera rediffusé sur la chaîne YouTube du barreau. Ok, ok, ok. Merci beaucoup. Merci à tous. Et je vais clôturer l'enregistrement et voilà, et merci à tous les intervenants. Fait mieux que la SNCF, il est 12h55.